Chaque année en octobre, des millions d'Américains ramassent les feuilles mortes, déposent les branches sur le trottoir et allument des feux de joie qui détruisent ce qui pourrait représenter un siècle de réserves gratuites d'eau et d'engrais. On appelle ça des déchets verts. On paye pour qu'ils soient enlevés. Pourtant, dans les Alpes autrichiennes, à 1500 mètres d'altitude, où les températures hivernales descendent jusqu'à 255 degrés C et où la neige recouvre le sol pendant la moitié de l'année, un agriculteur a enfoui ces mêmes déchets et a cultivé des citrons, non pas dans une serre, ni avec un système d'irrigation, mais simplement des citrons qui pendent lourdement sur des arbres plantés dans la terre. Pendant 20 ans, ces plates-bandes ont produit des récoltes miraculeuses, s'irriguant d'elles-mêmes malgré les sécheresses qui ont asséché les puits de toute la vallée. Puis le gouvernement a tenté de l'anéantir. Ils l'ont retrouvé des dizaines de fois. Ils ont menacé de s'emparer de ces terres. Ils voulaient le faire cesser. Et lorsque des scientifiques ont finalement étudié sa création, ils ont découvert quelque chose qui remet en question tous les principes de l'agriculture moderne. Voici l'histoire du jardin qui s'arrose tout seul depuis 100 ans, et pourquoi on nous a appris à l'oublier. Schaffhauser n'a jamais eu l'intention de devenir un rebelle. Il voulait simplement cultiver la terre comme la montagne le lui avait appris. Lorsqu'il hérita de la ferme familiale en difficulté, une exploitation de 24 hectares en 1962, à l'âge de 19 ans, ses voisins le prirent pour un fou. Ce véritable enfer se dressait sur le versant sud du mont Schwarzenberg, dans la province de Salzbourg. Un lieu si hostile que le docteur Bernd Locke, scientifique de passage, le surnomma plus tard la Sibérie autrichienne. La ferme subit 170 jours de gel chaque année, des jours de glace où les températures ne dépassent jamais zéro, et des vents qui emportent la couche arable des pentes exposées. Son père avait respecté toutes les réglementations, planté les monocultures d'épicéas approuvées par le gouvernement, taillé ses arbres fruitiers conformément au manuel, et est mort en laissant la ferme criblée de dettes. Holzer examina ces règles et n'y vit que l'échec. Il observa la forêt et y vit une abondance que personne n'arrosait, ne fertilisait, ne gérait. Alors, il cessa de suivre les règles et commença à suivre la forêt. Il creusa d'immenses étangs sans autorisation, utilisant les vibrations d'une excavatrice pour sceller naturellement les fonds argileux au lieu d'avoir recours à des bâches coûteuses. Il refusa d'élaguer ses arbres fruitiers, constatant que les branches non taillées plient sous le poids de la neige, tandis que celles taillées cassent comme du bois d'allumage. Il construisit des terrasses avec des troncs enterrés et planta des agrumes là où le règlement exigeait des épicéas. L'Office autrichien de l'agriculture en perdit la tête. On le sanctionna pour défaut d'élagage. On le sanctionna également pour la construction d'étangs. Ils lui ordonnèrent de planter des monocultures d'épicéas. Devant son refus, expliquant que la litière d'aiguille d'épicéas acidifie le sol et que les racines superficielles ne permettent pas de consolider les pentes abruptes, ils le retrouvèrent. « Pourquoi planter des épicéas ?» leur demanda-t-il. « Alors que la chaleur et la sécheresse les rendent vulnérables aux scolites et que mes kiwis prospèrent. » Ils n'eurent d'autre réponse que de nouvelles amendes. À la fin des années 1980, Sef Holzer était connu dans toute l'Autriche comme l'agriculteur le plus sanctionné du pays. Des milliers de shillings s'accumulèrent en dizaines de milliers, puis furent convertis en euros au gré des fluctuations monétaires, mais les amendes continuaient de pleuvoir. Il se retrouva pris dans un engrenage de litiges et de poursuites, écrit Lutsch, tout en restant inébranlable malgré une forte pression financière et psychologique. En 1986, après de fortes pluies, les autorités l'accusèrent d'avoir créé des retenues d'eau illégales susceptibles de provoquer des inondations. Holzer paya l'amende, puis fit appel, arguant que ces terrasses avaient permis d'éviter les catastrophes redoutées. En 1989, la pression atteignit son paroxysme. L'administration agricole menaça de saisir entièrement son exploitation.
La réponse de Holzer fut simple. Il les invita à venir constater ses récoltes. Parcourez les terrasses, leur dit-il. Goûtez les citrons qui n'ont jamais vu de serre. Mesurez les récoltes. Sa ferme produisait 10 fois plus de nourriture par hectare que n'importe quel voisin respectant la réglementation. 10 fois plus sans irrigation, sans engrais, sans les produits chimiques qui remplissaient les entrepôts gouvernementaux. Les inspecteurs sont arrivés avec leurs carnets et leurs appareils photo. Ils ont longé des vignes de kiwis grimpant le long des épicéas, leurs fruits duveteux gonflant sous le ciel froid de la montagne. Ils ont photographié des raisins mûrissant sur des coteaux où les voisins ne cultivaient que de l'herbe. Ils ont observé des jardiniers arracher des radis dans des plates-bandes enneigées en décembre, la terre en dessous étant encore chaude grâce au bois en décomposition. Ils étaient démunis face à ce qu'ils voyaient. En 1992, après une nouvelle amende pour l'agrandissement d'un étang, la situation a basculé. Ma récolte les a réduits au silence, écrivit Holzer. Les preuves étaient irréfutables. Des agrumes croulant sous le poids des fruits, des légumes prospérant en Autriche et en Sibérie. Les découvertes n'ont jamais complètement cessé, mais les menaces de saisie ont pris fin. En 1995, le professeur Locke et des étudiants de l'université Boku de Vienne ont officiellement certifié Krematorov comme l'exemple le plus abouti de permaculture au monde. Holzer avait triomphé en refusant la défaite. Sa persévérance a transformé chaque échec en preuve. En 2002, il a publié D'Aragar Rebel, le fermier rebelle, un ouvrage qui a connu un grand succès. Aujourd'hui, il intervient dans le monde entier, de la Sibérie à la Californie, en passant par l'Écosse et Détroit, pour enseigner ce que le gouvernement autrichien a tenté d'étouffer. Et au cœur de chaque technique qu'il enseigne se trouve une vérité fondamentale, souvent négligée. Le bois pourri n'est pas un déchet, c'est une infrastructure. Mais voici ce que le gouvernement n'a jamais compris, et ce qui rend cette histoire si cruciale aujourd'hui. Holzer ne s'appuyait ni sur l'espoir, ni sur la foi, ni sur un quelconque lien mystique avec la Terre. Il s'appuyait sur la physique, une physique rigoureuse, mesurable et documentée que les scientifiques finiraient par prouver en laboratoire et sur le terrain. La rétention d'eau à elle seule aurait dû les convaincre. Une étude de l'Université Western Kentucky a mesuré des sites de la culture hugale pendant 3 mois et a révélé qu'ils contenaient presque 2 fois plus d'eau que des parcelles témoins plates. 2 fois plus. Un hectare entier de ces buttes peut retenir de 3 à 10 fois plus d'eau qu'un terrain plat équivalent sur un sol rocailleux. Le district de Galeta, en Californie, a démontré une réduction de 40% des besoins en irrigation par rapport aux plates-bandes surélevées traditionnelles. De plus, des praticiens de l'Oregon au Massachusetts rapportent qu'après 2 à 3 ans, les plates-bandes matures ne nécessitent aucun arrosage d'appoint en cas de précipitation normale. 0. Le tuyau reste enroulé dans l'abri de jardin tout l'été, tandis que les voisins arrosent le jardin tous les soirs. Le principe est d'une simplicité brutale. Le bois pourri est une éponge, et ce n'est pas une métaphore. Une éponge physique, une construction naturelle. Les parois cellulaires du bois, composées principalement de lignine et de cellulose, forment un labyrinthe de pores et de tunnels microscopiques. Lorsque le bois commence à se décomposer, les champignons et les bactéries rongent les parois cellulaires, et les canaux s'ouvrent davantage. L'eau s'infiltre alors, remplissant chaque cavité. Des tests en laboratoire montrent que des troncs de pin fortement décomposés absorbent une quantité d'eau équivalente à 5 fois leur poids sec, soit 500% d'humidité. Le chêne se décompose plus lentement, mais double ou triple tout de même sa masse en absorbant l'eau. Il ne s'agit pas de spéculation. Enfoncer une sonde d'humidité profondément dans une butte de culture géante en plein mois de juillet, en pleine sécheresse, et observer les relevés grimper jusqu'à 40 ou 60% d'humidité du sol, tandis que le jardin environnant affiche 15% et que les plantes flétrissent sous la chaleur.
Les troncs enterrés en dessous, gorgés d'eau grâce aux dernières pluies d'il y a plusieurs semaines, la libèrent lentement vers les racines qui, autrement, brûleraient de chaleur au soleil. Mais la preuve la plus rigoureuse provient de la ferme Bug Hill à Ashfield, dans le Massachusetts, où des chercheurs ont mené une étude de 3 ans, financée par une subvention de 14 176 $ du département de l'agriculture des États-Unis, USDA. Ils ont construit des lits de culture géants et des lits témoins traditionnels côte à côte et ont tout mesuré: la croissance des plantes, la santé du sol, la teneur en nutriments et les coûts. Après 3 ans, les résultats étaient impressionnants. Les plants de sureau cultivés selon la méthode Ugal ont produit 4,03 tiges par plant pour une hauteur moyenne de 62,7 cm. Les plants témoins ont produit 1,563 tiges par plant pour une hauteur moyenne de 26 cm. Cela représente 147% de tiges en plus et des plants 141% plus hauts. L'indice de santé du sol s'est amélioré de 7,67% dans les plants cultivés selon la méthode Ugal, contre 4% dans les plants T, 67% dans les lits traditionnels. Ce n'était pas une différence marginale. Ce n'était pas dans la marge d'erreur. C'était une transformation complète de la productivité, mesurée et documentée par des scientifiques et non par des mystiques. Et la génération de chaleur amplifie encore le miracle. Alors que les microbes et les champignons pullulent dans les troncs enfouis, décomposant le bois et la cellulose, leur travail est exothermique. Chaque bouchée de bois dégage de la chaleur. Des recherches sur le compostage menées par l'Université Cornell montrent que la décomposition organique à l'échelle domestique atteint 40 à 50 degrés C. Des lits de culture Ugal fraîchement préparés ont été mesurés à 60 degrés C initialement, puis se sont stabilisés à 29 degrés, tandis que la terre environnante restait à 21 degrés. Cela représente un avantage de 8 degrés qui prolonge la saison de culture de plusieurs semaines dans les régions au climat froid. Les graines germent plus tôt au printemps. Le gel qui tuerait les jeunes plants en pleine terre les épargne, grâce à la chaleur constante qui monte du sol. Au Minnesota et au Wisconsin, les jardiniers plantent leurs tomates 2 semaines plus tôt et récoltent leurs courges jusqu'en novembre, tandis que leurs voisins voient leur jardin gelé. La libération d'azote s'effectue selon un calendrier parfaitement adapté aux besoins des plantes. Le bois frais a un rapport carbone par azote de 400 à 750 pour 1. Il est essentiellement composé de carbone pur, presque sans azote. Lorsqu'on enfouit des bûches fraîches, les micro-organismes du sol qui tentent de les décomposer vont s'emparer de l'azote où qu'ils le trouvent, y compris dans les plantes. C'est ce vol d'azote qui provoque le jaunissement des feuilles et le retard de croissance des jeunes plants. Mais voici la solution. Ce phénomène est temporaire et parfaitement évitable si vous maîtrisez les techniques de décomposition. Des études sur la décomposition du bois pendant 15 ans montrent que le rapport carbone-azote diminue, passant de valeurs initiales pouvant atteindre 829,1 à 75,1 en phase de décomposition avancée, certaines essences atteignant même 16,1. La concentration en azote augmente quant à elle, passant de 0,2% initialement à 0%. 9% au stade finaux de décomposition. Ce qui commence par absorber l'azote se transforme en une réserve, libérant un apport constant pendant des décennies. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre des décennies. Utilisez un mélange de 50% de bois frais et 50% de bois déjà décomposé, et vous contournerez complètement la plupart des problèmes initiaux. Le bois décomposé a dépassé son pic de consommation d'azote et est pré-inoculé de champignons bénéfiques qui amorcent la décomposition dans le bois frais. Disposez des couches de matière riche en azote entre les bûches, tonte de gazon, épluchures de cuisine, fumier, voire urine diluée. Ajoutez une couche de compost de 5 à 10 cm entre le noyau de bois et la surface de plantation. Semez des plantes fixatrices d'azote la première année. Haricots, pois,
et trèfle, qui enrichissent le sol en azote au lieu de l'appauvrir. Dès la deuxième année, la compétition pour l'azote est largement résolue. À partir de la troisième année, la productivité optimale est atteinte et se maintient pendant des décennies. Il ne s'agit pas d'un pari, mais de l'application concrète des principes de la décomposition. Et les Américains prouvent son efficacité sous tous les climats, d'un océan à l'autre. À Rainier, en Oregon, la ferme équipée d'un système de récupération d'eau de pluie, présentée dans l'émission Homestead Rescue, a transformé 2 hectares sans source d'eau douce grâce à des lits de culture Yugal, qui ont prospéré malgré la sécheresse des étés du Nord-Ouest Pacifique. À Marion, dans l'Iowa, Feed Iowa First et Wanity Farm se sont associés à Iowa Big Students pour construire des lits de culture qui, selon la directrice générale Emily Renshaw, dureront environ 15 ans, fournissant des nutriments sans engrais, tout en stockant l'eau au fond, alors que les conditions climatiques changent à Lindstrom, dans le Minnesota, où les températures hivernales descendent en dessous de zéro pendant des mois. Notre ferme constate que les plates-bandes de culture Yugal prolongent la saison de croissance, optimisent l'ensoleillement, créent des microclimats et sont plus faciles à désherber et à récolter que les plates-bandes traditionnelles. La chaleur de décomposition réchauffe le sol 2 à 4 semaines plus tôt que le sol environnant, offrant ainsi aux jardiniers des régions froides une saison de croissance comparable à celle des zones situées 300 mètres plus au sud. À Los Angeles, le studio Petra entretient un lit de culture Yugal depuis 11 ans qui n'a jamais été irrigué et abrite 36 espèces d'abeilles indigènes. Ce n'est pas une simple anecdote tirée de forums de permaculture. Ce sont des fermes bien connues, avec des résultats concrets et vérifiables par tous, qui répondent à la question que vous vous posez sans cesse. Si cette méthode est si efficace, pourquoi l'avons-nous abandonnée? Pourquoi avons-nous renoncé à une technique permettant de créer des parterres auto-arrosés et auto-fertilisants qui durent des décennies? La réponse n'est pas celle que vous croyez. Elle n'a pas été réfutée. Sa dangerosité n'a pas été démontrée. Elle a simplement été rendue obsolète par une machine. Dans les décennies qui suivirent 1920, les tracteurs et les moissonneuses-batteuses envahirent les exploitations agricoles américaines, exigeant des sols parfaitement plats. Pas de bosses, pas de monticules, rien qui puisse ralentir une roue en acier ou bloquer une charrue mécanique. L'efficacité se mesurait désormais en hectares cultivés par heure, et non plus en fertilité maintenue par décennies. Un tracteur peut semer un champ plat en quelques minutes, traçant des rangs rectilignes, sans sabots. Mais un tracteur ne peut pas se frayer un chemin dans un paysage de buttes, de terrasses et d'étangs. L'ancienne pratique de construire des plates-bandes surélevées avec du bois enterré n'a pas échoué. Elle ne correspondait tout simplement plus à la nouvelle logique de la mécanisation. Les champs ont été nivelés. Les broussailles ont été brûlées, au lieu d'être enfouies. Le paysage a été remodelé pour servir les machines, et non les racines. La promesse de rapidité et d'échelle a remplacé la fertilité patiente du bois en décomposition. Il ne restait plus qu'une page blanche, facile à usiner, mais avide de tout ce que ces troncs enfouis offraient gratuitement. Engrais, irrigation, pesticides, autant de ressources pour remplacer la biodiversité que la terre butée avait nourrie. Nous n'avons pas trouvé de meilleure solution. Nous avons découvert une méthode plus rapide, et nous en subissons encore les conséquences. Mais avant de vous emparer d'une tronçonneuse et de commencer à enterrer toutes les bûches de votre jardin, il est essentiel de connaître les problèmes qui freinent les débutants. Si la culture en hauteur fonctionne à merveille lorsqu'elle est bien maîtrisée, elle peut s'avérer catastrophique dans le cas contraire. Le problème numéro 1, mentionné dans des dizaines de commentaires sur la vidéo originale, est l'appauvrissement en azote. On construit de jolis monticules, on y plante son jardin, et on assiste avec effroi au jaunissement et à l'arrêt de la croissance de la végétation. C'est le piège à azote, et il est parfaitement évitable si l'on comprend son évolution.
Le pic d'accumulation d'azote survient dans les 1 à 3 mois suivant la construction. Les micro-organismes xylophages sont alors en pleine expansion et cherchent désespérément à absorber l'azote nécessaire à la décomposition. Au bout de 40 semaines, soit une saison de croissance complète, la situation s'améliore nettement. En 1 à 2 ans, le problème est entièrement résolu. Après 2 ans, le monticule passe de consommateur d'azote à producteur, assurant un apport constant pendant des décennies. La solution est simple, mais indispensable. Aménagez votre monticule comme un gratin de lasagne, et non comme un tas de bûches. Commencez par les bûches les plus grosses et les plus pourries en les plaçant à la base. La moitié de votre bois devrait déjà être pourri, suffisamment tendre pour que vous puissiez y enfoncer votre pouce. Ce bois pré-décomposé apporte des milliards de champignons et de bactéries bénéfiques qui inoculent le bois frais et réduisent considérablement la concurrence pour l'azote en début de croissance. Comblez tous les interstices entre les bûches avec des branches et des brindilles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poche d'air. Chaque poche d'air se transformera en trou lorsque le bois se tassera. Vient ensuite la couche d'azote, essentielle, épaisse, généreuse et indispensable. Utilisez des tontes de gazon, des déchets de cuisine, sans viande ni produits laitiers, ou encore du fumier de poule, de lapin, de chevaux ou de vaches. Récupérez du marc de café dans votre café habituel. Si vous habitez près de la côte, utilisez des algues. Cette couche riche en azote nourrira les micro-organismes qui s'attaqueront à vos plantes. Recouvrez-la de 5 à 10 cm de compost mûr, puis de votre terre de jardin habituelle, et enfin de paillis. La hauteur totale diminuera de 10 à 40% au cours des premières années. Prévoyez donc une hauteur supérieure à celle que vous souhaitez atteindre. Modifiez votre stratégie de plantation des premières récoltes. Évitez les plantes gourmandes en azote comme le maïs, le brocoli, le chou et les épinards. Elles auront du mal à se développer. Privilégiez plutôt les plantes fixatrices d'azote, comme les haricots et les pois, qui enrichissent le sol en azote grâce aux bactéries présentes dans leur nodosité racinaire. Plantez ensuite des courges, des pommes de terre, de la laitue et des herbes aromatiques. Choisissez des légumineuses à croissance modérée tolérante aux conditions imparfaites. Utilisez des cultures de couverture comme le trèfle, incarnat et les pois d'hiver entre les semis. Si un jaunissement apparaît malgré ces précautions, la récupération est rapide. Apportez de la farine de sang en couverture à raison de 0,5 à 1 kg par 10 m². Pulvérisez un engrais liquide à base de poisson dilué sur les feuilles pour un soulagement immédiat. Semez davantage de légumineuses entre les semis. Utilisez du paillis de tonte de gazon fraîche. Le monticule réagira en quelques semaines et au bout de 2 ans, vous oublierez complètement ce problème. Remédier à l'appauvrissement en azote ne représente que la moitié du travail. Dès que vous évoquez le bois enfoui avec quelqu'un en Floride ou en Australie, il vous pose la question qui en décourage plus d'un avant même. La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Une autre préoccupation a dissuadé les habitants des zones infestées par les termites et les fourmis blanches de tenter l'expérience. Plusieurs téléspectateurs australiens se sont demandé si le bois enterré ne risquait pas de créer une voie d'accès directe pour les termites jusqu'à leur maison. La réponse honnête est que cela dépend du climat et des techniques de construction. Dans le sud-est des États-Unis, Louisiane, Texas, Floride, Géorgie, et dans les régions tropicales d'Australie, notamment au Queensland et dans le territoire du Nord, les termites représentent un risque réel qui exige des mesures spécifiques. Les termites peuvent s'éloigner jusqu'à 45 mètres de leur nid. Les spécialistes de la lutte antiparasitaire confirment que la construction de termites augmente les risques s'ils sont réalisés sans précaution. Il est fortement déconseillé de construire à moins de 9 mètres d'une structure quelconque. Dans les zones à haut risque, les recommandations professionnelles préconisent une distance allant jusqu'à 45 mètres. Privilégiez le bois partiellement décomposé
ou les petites branches aux grosses bûches, moins attractives pour les termites. Surveillez régulièrement vos plates-bandes et les fondations de votre maison afin de détecter la présence de galeries de terre ou d'activités parasitaires. Voici une observation contre-intuitive faite par des jardiniers australiens. L'environnement humide et biologiquement actif d'une plate-bande de culture hugale mature peut en réalité être trop compétitif pour les termites. Un jardinier a entretenu 85 cm de plate-bande hugale pendant 3 ans et demi et n'a constaté aucune activité de termites. La décomposition était déjà dominée par des bactéries, des champignons et d'autres organismes que les termites évitent. Le risque d'infestation de termites est maximal dans les zones de décomposition récente, composées de gros troncs secs et massifs. Dans les zones matures, où foisonne une vie microbienne abondante, cette concurrence peut en réalité offrir une protection. Cela ne signifie pas pour autant que vous devriez construire à proximité de votre maison, en Floride. Cela signifie que le risque est gérable grâce à la distance, au choix du bois et à une surveillance régulière. Dans les régions nordiques aux hivers rigoureux, comme le Minnesota, le Wisconsin, le Michigan, la Nouvelle-Angleterre et le Haut-Midwest, le risque de termites est pratiquement nul. Les fortes gelées détruisent les colonies de termites souterrains. Dans le nord-ouest Pacifique, votre principal problème de nuisibles sera plutôt les limaces que les termites. Le troisième facteur crucial est le choix du bois, car tous les bois ne se valent pas, et certains peuvent même empoisonner votre jardin. N'utilisez jamais de noyer noir, sous aucun prétexte. Ses racines, ses feuilles et son bois contiennent de la juglone, un herbicide naturel toxique pour les tomates, les poivrons, les aubergines, les pommes de terre et des dizaines d'autres cultures. Les effets persistent de 5 à 7 ans dans le sol. N'utilisez jamais de cèdre. Les huiles aromatiques qui le rendent imputrescible et lui confèrent un parfum agréable inhibent également les champignons bénéfiques et peuvent mettre des décennies à se décomposer. N'utilisez jamais de robinier faux acacia ni d'eucalyptus, car ils contiennent des composés toxiques qui freinent la croissance des autres plantes. N'utilisez jamais de bois traité, de bois peint, ni aucun matériau ayant subi un traitement chimique sous pression. Ces toxines s'infiltrent directement dans votre sol et vos aliments. Les meilleurs bois sont des feuillus communs à décomposition modérée. Le chêne est la référence, assurant une libération constante de nutriments pendant 10 à 20 ans. L'érable et le pommier sont excellents. L'aulne se décompose plus rapidement, offrant des résultats plus rapides. Le bouleau retient parfaitement l'humidité. Le peuplier et le peuplier de Virginie ont un taux d'échange élevé, c'est-à-dire qu'ils absorbent et libèrent l'humidité rapidement. Dans le nord-ouest du Pacifique, l'aulne et le peuplier de Virginie sont idéaux et abondants. Dans le désert du sud-ouest, le mosquite mort et le palo verde conviennent, mais il faut éviter le mosquite frais, qui germera. Dans le sud-est, le chêne, l'érable, le liquidambar et le carrière excellent. Dans le Midwest, le peuplier deltoïde des berges, l'orme, le frêne et le chêne conviennent, mais évitez le noyer noir, très répandu. Dans le nord-est et en Nouvelle-Angleterre, le pommier issu de la taille des vergers, le bouleau, l'érable et le hêtre sont parfaits. En Californie, le chêne et les branches de taille des arbres fruitiers sont recommandés, mais jamais le cèdre ni l'eucalyptus, malgré leur abondance. Et c'est là que ça devient intéressant. Tout ce que je viens de vous dire part du principe que vous avez un jardin. Mais ce que les experts en permaculture n'avaient pas prévu, c'est que cette technique fonctionne même avec un espace réduit. Et cela change tout pour les jardiniers urbains. Si vous vivez en appartement ou n'avez qu'un balcon, vous pouvez tout à fait utiliser cette technique en pot. La taille minimale requise est un seau de 20 litres. Utilisez des seaux alimentaires portant les codes de recyclage 1, 2, 4 ou 5. Percez 5 à 7 trous de drainage de 1,25 cm de profondeur au fond. Ajoutez une couche de tesson de poterie ou de gravier pour le drainage.
Remplissez le tiers inférieur de brindilles, de morceaux de bois pourris et de copeaux de bois. Remplissez le tiers intermédiaire de feuilles mortes, de tontes de gazon et de marcs de café pour l'apport d'azote. Remplissez le tiers supérieur avec un terreau de qualité composé de compost, de terreau tamisé et de perlite pour l'aération. Plantez des tomates à croissance déterminée, des poivrons, des haricots nains ou des herbes aromatiques. Arrosez abondamment après la plantation. Vous constaterez ensuite que vos besoins en arrosage diminuent de moitié par rapport aux cultures en pot classique. Le bois enterré fait office de réservoir, même dans un seau, en libérant l'humidité progressivement, ce qui permet de maintenir la surface humide plus longtemps entre les arrosages. Mais la technique qui résout la plupart des problèmes d'un coup est l'accélération de la décomposition par inoculation fongique. Avant d'enfouir vos bûches, inoculez-les avec du mycélium de champignons. Les pleurotes fonctionnent sur tout, même les conifères, et sont quasiment impossibles à éliminer. Le shiitake est particulièrement efficace sur les feuillus. Les lactaires délicieux sont excellents pour la couche de paillis de copeaux de bois en surface de vos parterres. Préparez les bûches de chêne 1 à 2 semaines avant de les enfouir afin d'accélérer la décomposition et de réduire les besoins initiaux en azote. Percez des trous dans les bûches, remplissez-les de mycélium, scellez-les avec de la cire, puis enterrez-les. Les champignons colonisent le bois avant les bactéries, décomposant ainsi le lignon plus rapidement et plus efficacement. En quelques mois, vos bûches seront recouvertes d'un réseau de mycélium blanc, un champignon qui transporte les nutriments et l'eau à travers le monticule, tel un système circulatoire vivant. Cette technique simple permet de réduire de moitié le problème d'azote initial et d'accélérer la transition vers une productivité optimale. Dans les climats désertiques et arides, elle requiert une adaptation cruciale que la plupart des débutants négligent. La culture traditionnelle du hugil hors sol ne fonctionne pas en Arizona, au Nevada, ni en Californie du Sud. Le monticule surélevé augmente la surface d'évaporation, ce qui annule complètement les avantages de la rétention d'eau. La solution consiste à pratiquer la culture du hugil enterré. Creuser des tranchées ou des fosses et enterrer le bois sous le niveau du sol, afin que le lit devienne un bassin de collecte d'eau plutôt qu'un séchoir. Cette méthode s'inspire des techniques traditionnelles amérindiennes, comme les jardins en gaufres zuri. Un jardinier du Wyoming, dans le haut désert où les précipitations annuelles sont de 28 cm et le sol sableux, a creusé des tranchées de 3 tonnes de profondeur, les a remplies de bois issus de feux de forêt et a constaté qu'elles étaient devenues les parties les plus belles et les plus productives du jardin, tout en consommant le moins d'eau. En sous-sol, le bois capte et retient chaque goutte de pluie qui, autrement, ruissellerait ou s'évaporerait. En surface, dans le désert, il se dessèche. Plantez les légumes de saison fraîche, comme la laitue et les pois, au nord, où ils restent plus frais. Plantez les légumes qui aiment la chaleur, comme les tomates et les poivrons, au sud, là où le soleil et la chaleur de décomposition se combinent. Cette chaleur de décomposition réchauffe le sol 2 à 4 semaines plus tôt qu'en terrain plat, vous offrant ainsi une saison de croissance comparable à celle des régions situées à des centaines de kilomètres au sud. Le gel glisse sans danger sur les pentes douces, tandis qu'il détruit les plantes dans les plates-bandes traditionnelles, à quelques mètres seulement. Au Minnesota, les jardiniers récoltent des tomates jusqu'à fin octobre, alors que leurs voisins ont dû se résoudre au gel dès septembre. Il est donc essentiel de bien comprendre le calendrier des récoltes afin d'adapter vos attentes à la réalité. La première année sera difficile. Les forums de jardiniers amateurs sont unanimes. La première année sera difficile. Il vous faudra probablement arroser fréquemment. Malgré tous vos efforts, certaines plantes pourraient présenter une carence en azote. C'est normal. Plantez des plantes fixatrices d'azote et des plantes à besoins modérés. Paillez abondamment. Soyez patient.
Entre la deuxième et la troisième année, les besoins en azote diminuent considérablement, les besoins en eau aussi, et le sol commence à réguler naturellement son humidité. C'est à ce moment que la plupart des gens deviennent convaincus. De la troisième à la cinquième année, la productivité atteint son apogée. Les réseaux fongiques sont bien établis. Le bois est gorgé d'eau grâce aux pluies et aux neiges accumulées au fil des saisons. L'arrosage devient minimal, voire inutile, selon les précipitations. De la cinquième à la dixième année, la productivité est maximale. On peut alors cultiver presque tout. Certains jardiniers indiquent en pouvoir espacer les arrosages de 2 à 3 semaines. Même en été, la terre est riche, sombre et spongieuse. Entre la 10e et la 20e année, le bois d'origine est en grande partie transformé en une terre de première qualité. Le parterre fonctionne alors comme un potager surélevé traditionnel, mais la qualité de la terre est exceptionnelle. Vous pouvez récupérer cette terre pour d'autres usages ou reconstruire le monticule avec de nouvelles bûches. C'est là que l'affirmation d'une durée de 100 ans prend tout son sens. Car si les bûches se décomposent individuellement en 20 ans, la terre que vous créez, elle, dure bien plus longtemps. Le bois transformé se transforme en humus, qui reste stable pendant 50 à 100 ans. Aménagez correctement votre parterre et vos arrière-petits-enfants pourront encore récolter les fruits et légumes de cette terre que vous aurez créée. Ce n'est pas une exagération. Il s'agit de la durée de vie documentée de la matière organique stable du sol. Si l'esthétique ou le règlement de copropriété vous préoccupe, des solutions existent. Créez des plates-bandes de 60 cm de haut plutôt que des monticules de 1,80 m. Encadrez-les de pierres décoratives, de briques ou de planches de bois soignées pour un rendu harmonieux et soigné. Recouvrez-les d'un paillis attrayant plutôt que de copeaux de bois. Intitulez-les « Jardin pour pollinisateurs ». Sur papier, cela sonne écologique et moderne, plutôt qu'étrange et expérimental. Procédez par étapes. Commencez par une hauteur de 75 mètres. Ajoutez 30 cm par an. Vos voisins ne remarqueront pas la lenteur de la croissance. Lorsqu'ils atteindront 1,50 m, vos plants seront luxuriants et productifs, et ils vous demanderont comment vous avez fait pousser d'aussi belles tomates, et non pourquoi vos plates-bandes sont si hautes. Vous pouvez utiliser ce système sans risquer de vous brûler les ailes. Les chiffres qui étayent ces affirmations ne sont pas de simples conjectures. L'Université Western Kentucky a mesuré une rétention d'eau 2 fois supérieure. Le district de Galita a démontré une réduction de 40% de l'irrigation. La ferme Beguil a documenté une augmentation de 147% de la croissance des plantes grâce à une méthodologie scientifique rigoureuse. Les plates-bandes durent de 8 à 20 ans selon l'essence du bois. Le rendement des pommes de terre de première récolte atteint un ratio de 20:1, soit le double du ratio habituel de 10:1. La butte de culture de Los Angeles, âgée de 11 ans, n'a jamais été irriguée et abrite 36 espèces d'abeilles indigènes. Il ne s'agit pas de miracles, mais de résultats concrets obtenus en tenant compte des principes physiques de la décomposition du bois et de la rétention d'eau. Mais si vous pensez que tout cela ne concerne que vos tomates de jardin, vous passez complètement à côté de l'essentiel. Car ce que l'on redécouvre, ce sont les tuteurs, bien plus qu'une simple technique de jardinage. C'est l'infrastructure perdue qui a nourri des civilisations pendant des millénaires. Et nous sommes en train de détruire les derniers vestiges de cette histoire. Ce que les explorateurs ont redécouvert et que les Américains redécouvrent n'est pas nouveau. C'est ancien. En 1542, le conquistador espagnol Francisco de Orellana remonta l'Amazone et fit état de villes comptant des millions d'habitants, d'une agriculture organisée et d'infrastructures rivalisant avec celles de l'Europe. Plus tard, les explorateurs ne trouvèrent que la jungle. Les historiens ont d'abord rejeté ces récits, les jugeant fantaisistes et exagérés. Puis, au XXe siècle, des pédologues ont découvert la terra pita, une terre noire vieille de 2000 ans, mais encore fertile,
se régénérant d'elle-même à raison d'environ 1 cm par an. Elle permettait de nourrir des populations de 10 à 20 millions d'habitants dans des villes plus vastes que Londres aujourd'hui. Le peuple Kuro, dont les archives datent de 2023, sait encore comment il est fabriqué. Nous balayons le charbon et les cendres, nous les ramassons, puis nous les jetons là où nous planterons pour obtenir de la belle terre noire. Quand on plante là où il n'y a pas de terre noire, le sol est pauvre. Et aujourd'hui, ces sites archéologiques, avec leurs terres noires irremplaçables, sont exploités pour la production de terreau ou rasés pour laisser place à l'urbanisation. Des centaines de sites sont détruits en ce moment même. Nous sommes littéralement en train de fouiller et de vendre le savoir ancestral des civilisations qui ont nourri des millions de personnes pendant des siècles, en matière de régénération des sols. Pendant 5000 ans, les femmes amérindiennes ont cultivé ensemble le maïs, les haricots et les courges sur des buttes. Chaque sœur soutenait les autres grâce à des systèmes racinaires complémentaires, la fixation de l'azote et la lutte contre les ravageurs. Ce système alimentait Cahokia, une ville de 100 000 habitants près de l'actuel Saint-Louis, plus grande que Londres à l'époque. La loi de 1887 sur les concessions de terre a forcé, elle, assimilation et le déplacement des populations, ce qui a presque anéanti l'agriculture des Trois Sœurs en 1930. Aujourd'hui, des universités financent des études pour redécouvrir ce savoir écologique traditionnel que les connaissances ennemies ont jamais oublié. La polyculture intercalaire sur butte est plus efficace que la monoculture en terrain plat. Nous avons systématiquement éradiqué l'agriculture indigène, puis dépensé des milliards pour tenter de la réinventer en laboratoire. La Révolution verte, de 1940 à 1980, a transformé l'agriculture mondiale et permis d'éviter des famines massives. Les engrais synthétiques, la mécanisation, les semences hybrides et les pesticides ont augmenté la production céréalière mondiale de 160%. Mais les conséquences sont désormais indéniables. Aux États-Unis, 1,7 milliard de tonnes de terres arables disparaissent chaque année. 69 milliards de dollars sont dépensés annuellement en produits chimiques agricoles. S'accumulent les nappes phréatiques et les sols se dégradent. Pourtant, la ferme de ses pairs, en Sibérie autrichienne, produit toujours 10 fois plus que celle de ses voisins, sans aucun de ces produits. Pas d'engrais, pas d'irrigation, pas de pesticides. Juste la sagesse patiente du bois enfoui et des microbes qui le décomposent. L'avenir ne réside ni dans les nouveaux produits chimiques, ni dans les semences génétiquement modifiées, ni dans les drones d'agriculture de précision. L'avenir est enfoui dans ce que nous appelons aujourd'hui déchets. Chaque tas de branches brûlées en automne représente de l'eau et de l'engrais, que vous rachèterez ensuite en magasin. Chaque arbre issu de la tempête que vous jetez à la décharge, c'est 20 ans de fertilité des sols que vous perdez. Ce choix n'a rien de romantique ni de nostalgique. Il est pratique et urgent. Le changement climatique allonge les sécheresses, intensifie les vagues de chaleur et renchérit l'eau. Le prix des engrais ne cesse d'augmenter. La sécurité alimentaire est menacée par l'appauvrissement des sols et la raréfaction des ressources. Chaque bûche enterrée est une protection contre l'avenir. Chaque butte que vous créez est un petit geste de résilience qui vous survivra. Votre jardin n'est pas un simple ornement, c'est un héritage. La terre se souvient de ce que vous lui offrez. Enterrez du bois, et il se transforme en eau. Enterrez du bois, et il se transforme en engrais. Enterrez du bois, et il se transforme en chaleur, prolongeant ainsi votre saison de croissance. Enterrez du bois, et il se transformera en terreau pour nourrir vos petits-enfants. Ou bien, brûlez-le en un après-midi et achetez tout ce qu'il vous aurait offert gratuitement. La technique fonctionne. La science le prouve. Les praticiens le confirment. La seule question qui demeure est de savoir si vous ferez partie de ceux qui reconstruisent ce que nous avons abandonné ou de ceux qui persistent à brûler ce qui aurait pu les sauver. Les buttes sont prêtes.
Le bois est gratuit. Et les 100 prochaines années de la vie de votre jardin commencent avec ce que vous choisissez d'enfouir aujourd'hui.